Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de votre journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a procédé hier après-midi au lancement du projet Nutrition Vivi, un projet conformément au plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 qui vise à lutter contre la malnutrition des populations, en particulier les enfants à l'école. Dans ce journal, nous rentrons dans le village de Bacha, dans la région de San Pedro, un village où des guérisseurs traditionnels apportent la guérison aux personnes souffrant de tout type de fractures, d'entorses ou de foulures. Vous le découvrirez dans une quinzaine de minutes. Au moment où Cyril Ramaphosa accède au pouvoir en Afrique du Sud, les enquêtes sur la corruption au sommet de l'État avancent à grands pas. Un mandat d'arrêt a été émis contre l'un des frères Gupta dans le cadre de l'enquête sur un vaste scandale de détournement de fonds et de corruption. Voilà les titres à suivre dans cette demi-heure d'information. Très ravi de vous retrouver. Commençons par cette activité du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a procédé hier après-midi au lancement du projet Nutrition Vivi, un projet conformément au plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 qui vise à lutter contre la malnutrition des populations, en particulier les enfants à l'école. Le projet a été lancé à la place Inch'Allah de Koumassi en présence de notre reporter Abou Sanogo. Sans compte rendu. Koumassi, place Inch'Allah. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lance le projet de Nutrition Vivi. Il va consister en la fabrication et la distribution sur place en Côte d'Ivoire de suppléments nutritionnels Vivi et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce projet vient conforter l'ensemble de la famille de la santé pour une lutte efficace contre la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. La malnutrition, au-delà d'être un tueur silencieux, est la cause des millions d'autres handicaps à vie en raison des effets physiques et mentaux d'un apport nutritionnel trop pauvre durant les premiers mois de la vie. Le projet de nutrition Vivi s'inscrit bien dans ce cadre. En effet, il consiste à produire et à distribuer aux élèves des suppléments alimentaires à haute valeur nutritive à base d'aliments locaux. Le produit Vivi améliore la santé de l'enfant afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Il intervient dans le cadre du partenariat avec la compagnie Hershey pour la lutte contre la malnutrition des populations ivoiriennes. Le projet de nutrition Vivi vise, selon le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le bien-être des enfants. Il invite pour ce faire les populations et les élus à se l'approprier. L'objectif est de réduire, de prévenir les cas d'anémie chez les enfants d'âge scolaire, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité à se concentrer avec une baisse de rendement scolaire. Sa distribution se fera dans les écoles des communautés productrices de cacao, notamment, et cela à partir des cantines. Le projet cible sur les 2 années de la phase initiale va faire passer le nombre d'enfants aidés de 25 000 à 50 000. J'invite l'ensemble des populations, les élus ainsi que les membres du corps préfectoral à s'approprier le projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort, la dégustation des 5 saveurs de Vivi par 7 enfants d'âge scolaire. Les premières actions de ce projet seront menées dans les zones productrices de cacao. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, s'adressait aux journalistes, des hommes et des femmes de médias, à côté de qui plusieurs ministres, directeurs généraux, opérateurs économiques ont aussi eu l'occasion de s'informer sur l'édition gouvernementale. Retour sur la petite ambiance autour de cette conférence de presse du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Adama Koné. Il venait d'achever le conseil des ministres que quelques heures après, Amadou Gon Coulibaly fait son entrée dans l'auditorium de la primature. Pratique d'ouverture et de transparence oblige, le Premier ministre a rendez-vous avec les journalistes. Un peu plus d'1 an après sa nomination, il s'impose le devoir de regarder dans le rétroviseur des actions posées pour mieux aborder le virage vers le mieux-être des Ivoiriens. Lorsqu'il monte au pupitre à 17h31 pour son propos liminaire, l'assistance lui découvre un talent de gentleman. Compte tenu de la journée particulière qu'est le 14 février, je voudrais
Avant tout propos, exprimer à toutes et à tous une bonne fête de Saint-Valentin et exprimer, je dirais surtout aux dames, tous les regrets avec le report d'1 heure de la conférence de presse qui réduit le temps pour se préparer pour cette belle fête. En 90 minutes exactement, Amadou Gon Coulibaly passe en revue les questions économiques, financières, sociales et politiques, se levant au besoin pour mieux illustrer ses propos, arrachant bien souvent des applaudissements de la salle, composée entre autres de ministres, d'opérateurs économiques, de directeurs généraux et de partenaires au développement. Au terme de l'exercice, il est 19h01. Amadou Gon Coulibaly a le temps de sympathiser avec l'assistance et de faire une photo de famille. En 2017, le plan stratégique de la Direction générale du budget et des finances a été exécuté à hauteur de 85%. Un résultat satisfaisant et la Direction générale du budget et des finances s'en félicite. Mais elle ne s'en contente pas pour autant, car peut mieux faire. Il y a encore des défis à relever et cette année, l'accent sera mis sur la réforme des finances publiques. C'est ce qui ressort du séminaire qui se tient en ce moment même à Grand Bassam, séminaire suivi pour vous par Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwameala. Ce n'est pas une régie financière, mais la Direction générale du budget et des finances est au cœur de la gestion des finances publiques. C'est elle qui a pour mission d'élaborer et de suivre l'exécution du budget de l'État. En 2017, malgré les chocs internes et externes connus par l'économie nationale, la société dirigée par Seydou Traoré a exécuté à plus de 85% les mesures de son plan d'action stratégique. En ce qui concerne la gestion budgétaire 2017, la mise en œuvre rigoureuse de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution ont permis de contenir les dépenses de l'État dans la limite des prévisions. Concernant le budget de l'État pour l'année 2018, après son adoption, il a été mis en place dès le 8 janvier 2018, ce qui est une grande première pour notre pays. Satisfaite du travail abattu en 2017, la tutelle que le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État rappelle que l'exercice budgétaire 2018 rime avec de nombreux défis à relever. Nous avons obligation de faire en sorte que, dans une symbiose d'action, nous puissions offrir aux autorités les résultats qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire une gestion budgétaire efficace, une gestion budgétaire transparente, une gestion budgétaire qui permet à l'action gouvernementale d'offrir à la population ce qui est nécessaire dans le sens de l'amélioration de son bien-être. Dématérialisation des opérations de participation des marchés publics, mise en œuvre de la réforme des finances publiques sont entre autres les grands chantiers qui attendent la Direction générale du budget et des finances en 2018. Souvenez-vous, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonçait mercredi qu'avec 3227,8 milliards de francs CFA de ressources intérieures en 2017, la Côte d'Ivoire a pu couvrir ses dépenses salariales de fonctionnaires et d'investissements. Au lendemain de cette annonce, c'est-à-dire hier jeudi, la Direction générale du Trésor public a initié un atelier pour réfléchir sur la mise en place de nouveaux mécanismes de mobilisation de recettes intérieures. Cela pour contribuer efficacement au financement du budget de l'État cette année en optimisant les recettes non fiscales. Pour 2018, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique devra mobiliser 1310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers, conformément aux objectifs du gouvernement. Je vous amène à présent à Batcha, sous-préfecture de Grand Bérébi dans la région de San Pedro. Dans ce village, il se produit presque des miracles, des rebooteurs qui apportent la guérison aux personnes souffrant de tout type de fractures, d'entorses ou de foulures. Cela après quelques mois de traitement. Nos équipes se sont rendues sur place pour en faire le constat et en avoir le cœur net. Sous-préfecture de Grand Bérébi, Batcha. Ici, de nombreux accidentés reprennent goût à la vie après 4 à 5 mois de traitement en fonction de la gravité de la fracture. Le sauveur, le guérisseur en chef, c'est lui. Il y a eu le patriarche qu'il a fait à son temps. C'est après son grand frère que lui,
il est en train de soigner. À la tête d'une équipe composée de jeunes du village, il soigne, répare les membres endommagés au cours d'accidents. Mais tenez-vous bien, la radiographie est exigée. Quand un malade arrive comme ça, on lui dit d'aller faire la radio. Et c'est par rapport à la radio qu'on essaie de localiser le mal. Je n'ai pas fait de médecine moderne, mais je suis un praticien. Je travaille avec des gens que vous ne pouvez pas voir, que moi je vois. Il y a des gens, quand je les regarde, si je ne peux pas, je leur dis je ne peux pas. Les victimes viennent de partout, toutes attirées par la réputation de Bacha, village de la tribu Wanyé. Je viens de Bleulequin. Moi, je suis une commerçante de pain, bananes, en brousse. Je suis allée chercher une moto pour aller chercher une voiture pour faire sortir ma banane. C'est dans ça maintenant, les deux motos, il y a eu croisement. Et moi, il y a eu fracture sur mon pied. J'ai fait 2 jours à Djoula à l'hôpital. Après ça, on m'a envoyé dans un village pour me soigner. J'ai fait 7 mois là-bas. La dame m'a soigné, mon pied il était très bancal. Quand il marche, je sentais toujours les douleurs. Donc ça, ma petite soeur m'a appelé, comment ça allait, m'a demandé, il dit non, ça ne va pas. J'ai dit bon, viens me voir à San Pedro. J'ai été envoyé dans un village qu'on appelle Bacha. Cette baraque sert de clinique. La préparation du médicament est l'affaire des assistants qui obéissent à un rituel précis. Dans la salle de soins, le malade obtient le traitement approprié, interdit d'y entrer sans l'accord du patriarche et avec des chaussures. 5 personnes assistent le praticien. On soigne le lundi et le vendredi. C'est 2 jours qu'on prend pour travailler dans la semaine. Ça me fait maintenant 6e mois qu'on est là. Depuis à l'hôpital de San Pedro, on m'a dit non, il y a un village qu'on appelle Bacha. Et depuis le 4e mois maintenant, j'ai commencé à marcher sans les bois. Voilà. Et depuis un certain temps, vraiment, je me promène dans le village comme je veux, je rentre quand je veux. Et on dirait que je n'ai jamais fait d'accident. Les nombreuses personnes traitées ici ne manquent pas d'être optimistes après les premiers soins. C'est mon moto qui est venu me coincer. C'est un pied cassé. Le pied cassé, mais le plaie est venu sur le genou. Côté cassé est fini, ça laisse côté plaie. Pour que je puisse pouvoir plier mon pied comme avant. Mais il n'y a pas d'abord, mais grâce à Dieu, à les parents, ça va un peu mieux. Bacha reçoit par mois en moyenne 15 blessés. Gîtes couverts sont offerts à ceux qui doivent résider sur place et à leurs accompagnateurs. J'étais à Abidjan. Bon, on m'a appelé que mon fils a fait accident. Je suis venue. On nous a bien cueillis. On nous donne à manger, en tout cas. Tout ce qu'on veut, on nous donne. C'est mon fils que j'avais accompagné. On est encore là, il nous a accueillis bien. Ce sont mes parents. Le traitement, c'est ce que la tradition demande qu'on fait. Quand un malade arrive, on lui dit par exemple, avant d'entrer en brousse, il faut un liqueur, le vin, et un peu de sucrerie. Souvent, il y a des malades qui viennent seuls, sans femme ni frère, mais on les prend en compte. En retour, ce que tu as, tu donnes. Nos préoccupations, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas aussi du courant. Donc nous aussi, on a aussi besoin de ça. San Pedro, de retour de Bacha, escale au centre hospitalier régional en quête d'un médecin. De nombreuses questions nous taraudent de l'esprit, comme celle-ci. L'efficacité de la médecine traditionnelle est-elle avérée dans la guérison des fractures? Et je pense que le malade qui va chez le praticien, il est mieux placé pour répondre à cette question. Avant même la médecine moderne, il y a quand même la médecine traditionnelle qui existait. Donc je ne peux pas balayer du revers de la main la médecine traditionnelle. Mais moi je reconnais que ça existe. Mais ce n'est pas à moi d'éprouver l'efficacité de la médecine traditionnelle. Sur la question de la collaboration entre médecine traditionnelle et moderne, la réaction du praticien. Il y a des malades, par leur propre volonté, ils nous demandent s'ils peuvent partir, si on peut les libérer pour aller faire un traitement traditionnel. Bon, nous leur disons qu'il n'y a pas de problème. C'est un choix, hein. Le malade il est libre d'aller. Mais je tiens à préciser qu'il y a des praticiens aussi qui sont bien. Quand les malades vont là-bas, ils leur disent carrément ça là, je ne peux pas, il faut aller à l'hôpital. Et ils insistent, praticiens ou médecine moderne,
c'est de pouvoir guérir le malade, ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous entendre pour le faire dans le bien-être du patient? En attendant, dans la région de San Pedro, pour tous ceux qui choisissent de se confier à la médecine traditionnelle pour le traitement de leurs fractures, et ils sont nombreux, le village de Bacha reste une référence. Reportage signé Sam Conan et Hervé Blé, toujours dans le secteur de la santé, le cancer pédiatrique. Un cancer qui touche les enfants de 0 à 14 ans. Chaque année, près de 250 à 300 000 nouveaux cas sont recensés dans le monde. En Côte d'Ivoire, les cas dépistés sont pris en charge au centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Comme chaque année, à la même date, l'on a rendu hier hommage à ces jeunes malades. À l'occasion de la Journée internationale du cancer pédiatrique, Alexis Ouedraogo, notre reporter, en a rencontré quelques-uns. Son reportage. CHU de Treichville, service oncologie pédiatrique. Ce jeudi, Dr Akoun hâte le pas. Il vient s'informer de l'évolution de l'état d'une nouvelle patiente. La petite Eliane, 7 ans, a été admise en soins. Un cancer lui est diagnostiqué. Chez elle, on suspecte un ostéosarcome, qui est un cancer beaucoup fréquent chez les enfants. La tumeur, longtemps silencieuse, a été révélée après une chute de la petite. Le commencement, elle nous a dit qu'elle est tombée. Bon, c'est dans ça qu'on est resté jusqu'en... Bon, on a vu que ça n'était pas déplacé. Bon, on a fait les radios, on nous a dit de venir à Abidjan. C'est là Ignorant le mal dont elle souffrait, les parents ont frappé à plusieurs portes, aggravant son état de santé. Nous sommes au stade d'évaluation. Elle a reçu une première cure de chimiothérapie. Donc ce matin, nous sommes venus la voir. Il se trouve qu'elle est un peu fébrile. Donc comme elle fait de la fièvre, on va essayer de demander un petit bilan infectieux pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fièvre pour ultérieurement continuer son traitement. Le cancer de l'enfant touche chaque année plus de 2500 petits. En Côte d'Ivoire, il représente 5% du cancer en général, soit 500 nouveaux cas par année. Le service oncologie pédiatrique, lui, reçoit quelques 230 cas par an. Beaucoup de personnes jusque-là pensaient que l'enfant ne pouvait pas faire le cancer. Si l'enfant fait le cancer chez l'enfant, c'est une réalité. Malheureusement, ils arrivent très souvent à un stade tardif. Et dans nos statistiques, 1/3 des enfants que nous recevons ici ont déjà des métastases au moment où nous les recevons ici. Donc, c'est des patients pour lesquels on peut difficilement, avec les moyens thérapeutiques que nous avons, des patients que nous pouvons difficilement tirer d'affaire. Les petits malades du cancer souffrent les douleurs des adultes à l'étape de la chimiothérapie. Perte de cheveux, cycle de nausées, perte de poids. Contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant, il est curable. Il y a beaucoup plus de chances de guérison chez l'enfant. C'est pour ça que nous insistons et nous vraiment mettons l'accent sur la nécessité de diagnostiquer précocement et de référer précocement les malades. Voilà. Donc la chimiothérapie, ensuite il y a la chirurgie et puis récemment la radiothérapie qui vient d'être mise en place. La journée du 15 février, décrétée Journée internationale du cancer pédiatrique, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Quand les enfants ils arrivent, il y en a qui sont vraiment à des stades vraiment très avancés. Nous savons que c'est des enfants qu'on peut, si peut-être qu'on avait vu un peu plus tôt, qui pouvaient vraiment être en rémission complète et guéris pour certains de leurs cancers. Si l'État a mis en place un système de prise en charge soutenu par des partenaires et d'autres organismes, la sensibilisation et l'attention des parents restent indispensables pour une détection et une prise en charge efficace lorsque l'espoir de guérison est encore possible. La femme, elle, sera à l'honneur dans moins d'un mois. La Journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars prochain. Ici en Côte d'Ivoire, c'est Cocody qui abritera les festivités officielles dont la cérémonie de lancement a eu lieu hier jeudi 15 février au Palais de la Culture de Treichville. Le témoignage de Viviane Aïma. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité prépare activement l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain.
Dans le cadre des préparatifs, était organisée ce jeudi 15 février une cérémonie de lancement au Palais de la Culture de Treichville. La ministre Marietou Koné avait convié plusieurs personnalités, le vice-président de la République et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine des différentes éditions de la Journée de la femme en Côte d'Ivoire, étaient tous deux représentés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. L'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, différentes organisations et associations féminines, les représentants des agences du système des Nations Unies, les partenaires au développement. Dans une atmosphère qui présageait déjà la fête du 8 mars prochain, devenue désormais un événement à l'échelle nationale, le pagne de l'édition 2018 a été présenté dans ses différentes colorations et sous les formes des tenues vestimentaires propres à chaque zone culturelle de Côte d'Ivoire. Le volet sensibilisation de la célébration du 8 mars n'a pas été exclu. Un film institutionnel sur les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes a été confectionné. La ministre Marietou Koné est aussi intervenue pour donner le thème de l'édition 2018 qui sera célébrée ici à Abidjan et les activités inscrites au programme. Sur le plan national, l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme a retenu pour thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Le thème retenu pour cette édition mettra un point d'honneur sur les conditions de vie de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles qui vivent en milieu rural. Dans le cadre des événements qui vont marquer cette édition de 2018 de la Journée internationale de la femme, plusieurs activités seront organisées. La cérémonie officielle du 8 mars qui se tiendra à Abidjan et plus précisément dans la commune de Cocody sur instruction spéciale de notre marraine. Des cérémonies éclatées dans les villes de l'intérieur, dans les différents chefs-lieux de région. La situation des femmes et des filles rurales, notamment les problèmes d'accès au financement, seront passés au peigne fin, scrutés et examinés en profondeur par les experts venus d'horizons divers. Inspirée par le thème choisi, la ministre Kandia Camara a lancé un appel à la mobilisation autour des femmes de Côte d'Ivoire dans leur effort pour parvenir à leur autonomisation. Au nom de mes mandats, je voudrais lancer un appel. Un appel à tous les Ivoiriens, un appel à tous les partenaires techniques et financiers, un appel à tous les amis de la Côte d'Ivoire, un appel à toutes les bonnes volontés, afin que tous, comme une seule personne, vous vous mobilisiez pour apporter votre soutien, votre appui à la femme, mais à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Sur ce, au nom de la première dame, Mme Dominique Ouattara, au nom du vice-président, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, je procède au lancement de la Journée internationale de la femme, édition 2018. Le ton ainsi donné, rendez-vous au 8 mars prochain. Reportage signé Viviane Haïma. Formation des points focaux emploi de Côte d'Ivoire sur la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail, OIT. Il s'agit de les outiller à entreprendre des négociations auprès des entreprises afin d'offrir du travail décent aux jeunes, c'est-à-dire un travail qui permet une rémunération suffisante, une protection sociale, une liberté syndicale et un accès aux droits et à la négociation collective, selon la représentation du Bureau international du travail en Côte d'Ivoire. Cette formation devrait permettre également aux points focaux emploi de s'approprier des techniques et méthodes de sensibilisation en vue d'encourager les multinationales à créer des emplois pour les jeunes. Selon le BIT, plus de 600 millions de nouveaux emplois doivent être créés d'ici à 2030 pour rester en phase avec la croissance de la population en âge de travailler. Elle représente 40 millions de personnes par an. Le PESAC, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, financé par la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, tire à sa fin. Prévu pour s'achever définitivement le 29 juin prochain, le coordonnateur du projet a fait jeudi à Abidjan le bilan de ses activités. Raphaël Amari Agnero a annoncé que plus de 156 000 petits exploitants agricoles ont bénéficié des retombées du projet, soit 87% de l'objectif global du projet. Les précisions de Lanciné Bakayoko.
Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire PESAC, mis en place en novembre 2013, vise à appuyer les filières d'exportation que sont le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton et l'anacarde. À 4 mois de la fin des opérations, le bilan est plus que satisfaisant. À ce jour, nous avons 156 624 exploitants qui ont bénéficié directement du projet, soit à 87%. Et dans ces 87%, 12% sont des femmes. En ce qui concerne la productivité agricole, plus de 47 000 hectares de plantations ont été créés avec du matériel végétal amélioré. Quant à l'accès au marché, environ 3 700 km de pistes ont été réhabilitées sur les 6 000 prévus. Sur le plan économique, les réhabilitations ont permis une évacuation plus facile de la production. Les pertes de récolte, qu'on constate souvent jusqu'à 30% de pertes de récolte, tout ça a été minimisé. À ce jour, 16,5 milliards ont été mobilisés par l'ensemble des filières, soit 78% de réalisation de l'objectif du projet. À la dernière revue du portefeuille de la Banque mondiale a dit clairement que le PESAC, au vu de ses performances et de ses taux de décaissement, était le projet qui tirait le portefeuille de la banque vers le haut. Le coût global du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire est de 75 milliards de francs CFA. Le projet a pour objectif la facilitation de l'accès aux technologies et aux marchés, tout en améliorant la gouvernance des filières sélectionnées. La cohabitation entre éleveurs et populations autochtones est souvent émaillée de récurrents conflits aux conséquences désastreuses. À Toumoudi, pour éviter de telles situations, le corps préfectoral, les chefs de village, les élus locaux et les acteurs ont échangé sur l'épineux problème des conflits agriculteurs-éleveurs. On en parle avec Soro Corona, notre confrère de RTI Boaké. Le premier trimestre de chaque année reste la période au cours de laquelle les conflits agriculteurs et éleveurs gagnent en intensité. L'installation anarchique des transhumants venant des pays sahéliens est une cause de ces récurrents conflits. Ces jeunes ils coopèrent avec les éleveurs à notre insu, donc ça ne peut pas aller. À Toumoudi, le corps préfectoral, les élus locaux, les autorités coutumières et les acteurs de la filière du département prennent des mesures de prévention. Une rencontre a permis de passer en revue toutes les questions relatives à la cohabitation pacifique entre les populations et les éleveurs d'une part et entre éleveurs résidents et les transhumants d'autre part. Des solutions ont été proposées. Nous arrivions à répertorier les sites d'activité de chaque éleveur en vue d'éviter ces genres de désagréments qui se résument en dégâts de culture non réparés et qui entraînent des énervements au niveau des agriculteurs et se dégénèrent en conflit. Des solutions qui permettront au département de Toumoudi d'être à l'abri de ces conflits aux conséquences néfastes. S'ils font des parcs, des jours comme des nuits, je pense qu'il n'y aura pas de problème. L'élevage tel que pratiqué par nos grands-parents est dépassé. C'est l'ère du modernisme. Il faut qu'on essaie de rentrer dedans. Il a été aussi proposé de recenser les différents éleveurs et la mise en place des comités de gestion dans tous les villages du département. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 800 conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans l'actualité internationale, au Tchad, des protestations s'élèvent contre la condamnation des étudiants. En Éthiopie, Haïlé Mariam Delassaigne a annoncé hier sa volonté d'abandonner ses 2 casquettes de Premier ministre et de président de la coalition au pouvoir. Mais nous nous rendrons tout d'abord en Afrique du Sud, où les enquêtes sur la corruption au sommet de l'État avancent à grands pas. Cyril Ramaphosa avait fait campagne sur le thème de la lutte contre la corruption. Au moment où il accède au pouvoir, les enquêtes sur la corruption au sommet de l'État avancent à grands pas. On apprend ce jeudi 15 février qu'un mandat d'arrêt a été émis contre l'un des frères Gupta dans le cadre de l'enquête sur un vaste scandale de détournement, de fonds et de corruption. Mercredi dernier, la police avait fait une perquisition dans une maison cossue de Johannesburg appartenant à la famille Gupta. Paris réagit à la condamnation à des peines de prison de 4 mois pour des dizaines d'étudiants au Tchad. Ces étudiants avaient manifesté samedi dernier pour protester contre les mesures d'austérité. Pour l'Union des syndicats du Tchad, ces condamnations sont injustes. Les syndicats réfléchissent déjà à rajouter la libération de ces jeunes comme nouvelle revendication vis-à-vis du gouvernement.
La décision devrait être prise samedi à l'occasion de l'assemblée plénière d'évaluation de la grève. 74 jeunes sont toujours en attente de jugement pour la même manifestation. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a annoncé sa volonté d'abandonner ses 2 casquettes de Premier ministre et de président de la coalition au pouvoir. Selon ses déclarations à la télévision nationale, Haïlé Mariam Desalegn restera Premier ministre tant qu'un successeur ne lui serait pas trouvé. Son départ doit par ailleurs être validé par le Parlement et la coalition au pouvoir. Les raisons de son retrait des affaires de l'État n'ont pas été données. C'était un récit de Moussa Konaté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Je serai encore chez vous demain si vous le voulez bien.